Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Bienvenue au Bondi Blog. Merci d'avoir accepté Si. l'invitation de la rédaction dans le cadre de nos interviews pendant la campagne électorale à l'élection présidentielle. Alors, je vous préviens ici, vous n'avez pas d'exclusivité sur le candidat ouvrier. On est quasiment tous fils et filles d'ouvriers, donc on est tous au même niveau. Avec moi pour vous interroger, Maëva Lamy. Bonjour. Jonathan Baudouin. Bonjour. Et puis deux autres reporters du Bondi Blog viendront tout à l'heure, Alban et Fatma. On commence par une première séquence sur le travail, sur l'économie, qui est quand même le gros de votre programme. Juste avant, j'avais une première question. Il y a eu ce fameux débat où vous vous êtes démarqué par rapport aux autres candidats. Et puis on a vu que vous avez donné une exposition médiatique assez importante depuis. Est-ce que ça vous permet vraiment, cette exposition médiatique, de parler véritablement de votre programme? Il y a plusieurs choses. Il y a l'écho médiatique qui est important, qui rend plus visible au moins notre candidature, mais peut-être pas forcément évidemment sur notre programme. Et c'est surtout dans la rue, l'écho après parmi la population, et là c'est énorme. Même en 2012, à la fin de la campagne, où il y avait, à chaque fois qu'on passe un peu à la télé, comme Olivier Besancenot il y a 10 ans, Oui. 10 ans, oui. Donc à chaque fois, les médias, ça a un impact, quoi. Mais là, cette année, pour moi, c'est énorme, quoi. Là, depuis 4-5 jours dans la rue, beaucoup de gens viennent dire merci, bonjour, serrer la main, et en même temps discuter. Alors, pas tout le temps, parce que sinon, c'est pas possible. Mais c'est ça qui est important, en fait, c'est qu'on voit que quand on dit des choses à la télé, ça a de la répercussion. Et moi, je trouve que ce qui est important là, c'est que l'immunité ouvrière, il y a la formule, mais puis l'altercation avec Fillon ou Le Pen, mais au-delà de ça, c'est comme si ça réveillait une sorte de conscience qui était bien enfouie, une conscience de classe, quoi, une conscience de ce camp social qui prend les coups dans la tête sans riposter. Ouais. Et là, c'est important parce qu'il y a comme un petit sursaut, comme un réveil, et ce qu'on peut espérer, c'est être utile à ça, justement, à dire des choses, à l'affirmer, et puis en même temps que les gens ils le perçoivent, et puis ils se disent, mais ouais, putain, il faut qu'on dise nous-mêmes tout ça, quoi, et qu'on le fasse nous-mêmes. Bon, Donc, justement, voilà. vous allez pouvoir en dire des choses Ouais. pendant une heure, puisqu'on vous reçoit aujourd'hui pendant une heure d'interview, et on va commencer avec la première question, et c'est Jonathan qui démarre. Bonjour Monsieur Poutou. Alors, ma première question est par rapport à votre proposition sur le temps de travail que vous proposez de réduire à 32 heures et à 30 heures pour les métiers que vous qualifiez de pénibles. Et justement, on se demande quels sont les critères que vous utilisez pour définir la pénibilité. Alors là, quand on rentre dans des précisions comme ça, on va pas être très fort parce qu'en fait, mais c'est vrai qu'on a dans notre programme plein de choses qu'on dit, des fois même des chiffres, et c'est vrai que c'est avant tout une réponse aux problèmes qui nous sont posés aujourd'hui. La réduction du temps de travail, c'est une réponse, à notre avis, la seule qui est valable d'ailleurs, hein, c'est quand on voit les millions de chômeurs qu'il y a et puis la précarité, donc c'est 7-8 millions de personnes qui sont touchées par cette précarité-là et donc le chômage. Et qu'à côté de ça, on voit des gens qui galèrent au travail, hein, c'est l'intensification du travail, donc avec les problèmes physiques que ça pose, l'explosion des maladies professionnelles, et puis même les problèmes psychiques que ça pose avec le burn-out, et puis même le drame du suicide pour quand même plusieurs centaines de salariés visiblement. Donc nous, on essaie de répondre à ça, et nous, ce qu'on dit, vu les richesses qu'il y a, vu les profits qu'il y a, les dividendes qui sont distribués, les milliardaires, enfin tout ce qui existe, nous on dit, la réponse, elle est possible, c'est partager le travail entre tout le monde. Et donc ça, c'est la première chose. Enfin, il y a le côté réponse politique. Mais justement, je pense urgente. qu'il y a des personnes, d'ailleurs autour de nous, il y a des gens qui sont intéressés par ce discours-là, sauf qu'ils ont aussi besoin de se projeter et de se dire, si c'est possible, comment ça peut être mis en place? Est-ce que moi, femme de ménage, est-ce que moi, employé de bureau, je peux être concernée par cette mesure? Ah, mais justement, c'est pour ça que moi je pars du problème politique qui nous est posé, quoi, du chômage, de la précarité. Donc nous on dit répartition du temps de travail entre tout le monde, donc c'est le partage du travail entre tous et tous. Et donc déjà de défendre cette idée-là, de la faire accepter, parce qu'on est nombreux à même plus oser défendre ce truc-là. C'est qu'on est tellement dans une ambiance ultra-libérale où finalement ce qui est moderne, c'est le contraire, c'est travailler même plus, c'est la compétitivité, c'est le chacun pour soi. Donc déjà c'est arriver à défendre ça, de dire stop. On stoppe tout. Aujourd'hui, il faut répondre avant tout aux besoins de la population et tenir compte des programmes productivité et donc des richesses qui existent, des richesses qui sont détournées entre les mains d'une poignée. C'est ça d'ailleurs le capitalisme. Mais en temps de crise, on voit bien que les solutions ultralibérales, elles se traduisent par plus d'enrichissement du côté d'une poignée. Et donc voilà. Donc nous, on essaie d'expliquer ça, déjà de montrer qu'il y a les moyens, qu'il y a les richesses. Qu'il y a les richesses. Et après, maintenant, c'est là où je dis concrètement, c'est toujours difficile, parce que même on dit 32 heures.
Pourquoi 32 heures? Bon, après, il y a un peu le côté symbolique, 4 jours par semaine, 10% de moins, on était passé de 39 à 35. Ça se comprend. Donc voilà, donc c'est même une affirmation qui est plus symbolique qu'autre chose, parce qu'en réalité, ça pourrait être 30 heures. Bon, d'ailleurs, on dit 30 heures pour les métiers les plus difficiles, mais peut-être même que ce serait beaucoup moins de travail dans la semaine, parce que les gains de productivité sont tellement énormes qu'en fait, il y aurait une société qui partagerait vraiment le travail entre toutes et tous, qu'on pourrait imaginer qu'à tous les coups, on pourrait travailler encore moins. Donc ça, c'est pour ça que les chiffres précis, bon, c'est plutôt un ordre d'idée. Après, les critères exacts, c'est l'idée que déjà tout le monde pourrait travailler à 30 ou 32 heures par semaine. Donc comment ça pourrait s'appliquer? Bon, c'est tout le problème qu'on peut avoir, mais c'est à côté de ça, c'est aussi un rapport de force qui change. Ça veut dire qu'il y a une population, ça veut dire que les salariés se battent et exigent ça, et qu'on impose donc ces réponses politiques-là. Ça marche. Donc voilà. On va continuer avec une proposition sur le SMIC. Et c'est une question qui va vous être posée par Maëva. Vous proposez un SMIC à 1 700 € mensuels. Sur quels critères est-ce que vous êtes basé pour définir ces 1 700 ? Parce qu'on a vu d'autres candidats, notamment Nathalie Arthaud, qui proposait 1 800. Pourquoi 1 700 ? Pourquoi 1 800 ? Ouais. Comment est-ce que vous En fait, quantifiez ça ? tout à fait. 1700, 1800, c'est le même ordre d'idée, c'est la même idée, c'est des chiffres qu'on reprend, en fait, c'est des travaux ou de syndicalistes ou d'associations. Et qu'en fait, La CGT notamment. La CGT, c'est un peu en dessous, mais bon, après, on reste dans un... Pareil, il faut choisir un chiffre, c'est vrai on pourrait très bien dire 1800 €. En tout cas, c'est cette idée que je pense que tout le monde peut mesurer peut-être concrètement, c'est qu'en fait, en dessous, on ne peut pas vivre correctement. Voilà. Aujourd'hui, le SMIC, il est à 1100 €, enfin 1100 et quelques, on sait qu'on ne peut pas vivre avec, en sachant qu'en plus, il y a des millions de gens qui vivent en dessous du SMIC et en dessous du seuil de pauvreté, qui est lui autour de 1 000 € aujourd'hui. Donc on sait qu'on ne peut pas vivre correctement avec ça. Donc après, c'est l'idée, là encore une fois, de dire bon, à combien on pourrait vivre normalement, et c'est 1700, 1800 € net. C'est-à-dire entre les dépenses de logement. Ah bah oui, tout compris, ouais. Tout compris, c'est ça. Mais même ça, même ce chiffre-là, quand on le met en avant dans notre programme, c'est pas juste en soi ce qu'on reçoit à la fin du mois qui peut être déterminant, c'est aussi tout ce qui pourrait exister en service public, tout ce qui pourrait être collectif dans la société. On parle aussi d'accès gratuit aux besoins fondamentaux, et notamment la santé, l'éducation, la culture, les transports, le logement. Même le logement, on parle d'un service public du logement, c'est-à-dire qu'en fait, même si ce n'est pas complètement gratuit, mais ce serait l'idée que le logement, il coûte quasiment rien aux familles, aux gens. Pour rendre cohérent ça, c'est si on a l'accès gratuit au logement, à la santé, si on a des transports publics gratuits, la question du salaire, elle est posée d'une manière un peu différente. C'est pour ça que c'est un ensemble de choses. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a une société qui permette aux gens de vivre décemment, de Mais vous ne faites pas de différence, par exemple, entre quelqu'un qui vit en région parisienne, où le coût de la vie est plus important, que quelqu'un qui vit comme vous en Gironde ou ailleurs, etc. Non, c'est pas précisé, mais parce qu'on peut pas préciser en 40 pages des tas de données différentes. Après, évidemment, si et puis même vous dites entre Paris et Bordeaux, mais on peut dire entre Bordeaux et puis Sainte-Foy-la-Grande. Ou d'autres régions. Mais c'est pour ça qu'on discute. Là, par contre, la réponse, c'est un service public égal pour tout le monde, parce que c'est ça aussi qui sera déterminant, c'est qu'on soit à telle ville, à telle campagne. Non, mais sur la question du salaire, j'entendais. Oui, non, mais moi je parle du salaire et de tout ce qu'on a autour en accessibilité, parce que c'est pour ça que le salaire il est lié, enfin il n'y a pas que la question du salaire, c'est que si encore une fois, si on a la santé gratuite ou si il y a des transports publics gratuits, c'est pas pareil de gagner 1 700 €, vous voyez ce que je veux dire, donc en fait le problème de fond à notre avis, c'est qu'il y ait où qu'on vive, on ait accès à tout ça et qu'on ait un véritable service public à disposition, la santé, enfin un hôpital, une maternité, des bureaux de poste, des voies de chemin de fer, c'est pareil, parce que si on vit à un endroit un peu loin des agglomérations, est-ce qu'on a la possibilité de prendre le train pour aller à tel endroit, ou pour aller travailler, ou pour aller voir des amis, enfin bon. Donc c'est aussi tout ça qui compte. Alors c'est pour ça que c'est sûr que nous on détaille pas tout, mais globalement, c'est quand même cette idée d'une égalité sur le territoire, chose qui n'existe plus ou qui existe de moins en moins, mais la destruction du service public. Même aujourd'hui un tarif de train, suivant où on va, c'est pas le même prix, quoi. Avant il y avait une péréquation au kilomètre, hein. Avant c'était proportionnel à ça, la distance. Maintenant ça n'a plus rien à voir. On peut payer très cher un Bordeaux-Paris et puis payer moins cher, en règle générale tout est cher. Mais voilà, donc c'est aussi l'idée d'un véritable service public partout à disposition de la population, qui permet d'égaliser un peu les conditions de vie. On va aller sur une autre de vos propositions, Monsieur Poutou, c'est l'interdiction des licenciements, et c'est Jonathan qui vous pose la question. Vous proposez justement l'interdiction des licenciements pour toutes les entreprises, et notamment les plus grandes. Donc on comprend la logique, notamment sur le fait que les grands groupes licencient alors qu'ils sont largement bénéficiaires, mais est-ce que vous ne craignez pas de provoquer des cassures au sein des petites entreprises qui sont pour beaucoup des sous-traitants des grands groupes? Vous ne risquez pas de les mettre sur le carreau, en fait. Alors,
évidemment, quand on parle d'interdiction des licenciements, c'est plus facile à imaginer quand c'est chez Total ou chez Ford, des multinationales qui font des milliards ou des dizaines de milliards d'euros ou de dollars de bénéfices. C'est sûr qu'on l'imagine plus facilement, c'est-à-dire imposer à ces multinationales l'arrêt des licenciements. Là, on voit qu'il y a les moyens. Après, les petites entreprises, alors pareil, les petites entreprises, il y a les petites entreprises qui se font beaucoup d'argent et les petites entreprises qui ne se font pas beaucoup d'argent. Enfin, alors là aussi, il y a tout. Et puis souvent, même, il y a des petites entreprises qui surexploitent leurs propres salariés, qui payent très mal leurs salariés, où il y a plus de harcèlement, plus de dureté dans les conditions de travail. Donc, bon, tout existe en fait. Mais globalement, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on discute de l'interdiction des licenciements, c'est l'ensemble des salariés qui devraient y avoir droit. Évidemment, il n'y a pas de raison, parce qu'on bosse dans une grosse entreprise, qu'on aurait droit à cette protection-là, et puis pas celui qui bosse dans une petite entreprise. Par contre, maintenant, c'est aussi comment on arrive à mettre en place ça partout. Alors là aussi, il faut bien se dire que c'est dans le cadre de... C'est une revendication, on va dire, transitoire, c'est-à-dire comment on répond à une urgence aujourd'hui, qui est la lutte contre le chômage. Mais notre idée, en réalité, ce serait une économie qui fonctionnerait, qui se tournerait vers les besoins de la population, donc aurait pour préoccupation de fonctionner par rapport à ces besoins-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, on dit d'interdire le licenciement. Et dans les petites entreprises, c'est l'idée d'une sécurité sociale qui serait développée, d'une nouvelle branche de la sécurité sociale qui permettrait le maintien du revenu pour les salariés dans les petites entreprises qui n'auraient pas les moyens, elles, voilà. Et qui serait financé comment? Via des cotisations ben sociales là, qui seraient payées par les employeurs? Oui, Ouais. oui, ça c'est les employeurs qui paieraient ou les entreprises qui paieraient. Et c'est donc aujourd'hui, c'est déjà, ça commencerait par stopper les exonérations de cotisations sociales. Hein, c'est à peu près 32 milliards à l'année quand même, 32 milliards d'euros qui ne sont pas payés par les entreprises avec tous les plans de ce qu'ils appellent la réduction des charges sociales. En réalité, c'est ça, c'est donc les cotisations sociales qui ne sont plus payées. Donc ça provoque évidemment moins de recettes pour la sécurité sociale. Donc il y a cet aspect-là. Donc on arrête l'exonération. Voilà. Et après, on sait aussi, et ça c'est mathématique, c'est que quand on augmente les salaires ou quand on embauche, évidemment, les recettes pour la sécurité sociale augmentent. Donc encore plus de moyens. Et on pense qu'il faut développer la sécurité sociale, donc en réponse au chômage, et donc une branche qui serait dédiée à ça, au maintien du revenu pour les salariés, parce qu'en fait, l'emploi, c'est un revenu, et le revenu, c'est ça qui nous permet de vivre. Oui, ce que vous proposez, c'est qu'il y ait un revenu qui soit au moins égal au SMIC, qui soit versé à l'ensemble des travailleurs, qu'ils travaillent ou pas. Une sorte de revenu, en fait, d'existence, en fait. Oui, un revenu garanti. Voilà, donc qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que propose Hamon, même si à la base c'est à peu près la même idée. C'est comment, voilà, mais après chacun voilà, ouais, et puis le montant, puis la source de financement, c'est pas forcément la même, et puis même le principe, quoi. Là, c'est l'idée de garantir une continuité du revenu, parce qu'après à Hamon, il y avait aussi le détachement par rapport au travail, c'est-à-dire comme il n'y a plus de travail, donc il y aurait un revenu minimum. Mais qui serait là c'est resté quand même lié au travail, c'est donc maintenir un revenu. Et vous proposez une hausse de salaire de 300 € pour tous les salaires? Oui. C'est ça? Oui. Même les plus hauts salaires. Ouais, mais même ça c'est pareil. Mais non, mais de toute façon, encore une fois, on a un programme de 40 pages et il y a plein de on rentre pas dans les détails. Mais là aussi, les 300 €, c'est que parce qu'en fait. Non, mais c'est important pour comprendre la philosophie. Oui, mais la philosophie, c'est ça, c'est répondre, c'est qu'on puisse vivre normalement aujourd'hui. Parce que si on met un SMIC à 1700 €, c'est pareil, c'est l'idée d'un minimum garanti pour pouvoir vivre décemment. Mais après, on sait qu'il y a plein de choses qu'il faut augmenter quand même. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est une somme de revendications, mais qui en réalité peuvent être un peu incohérentes quand justement on regarde tout ça, mais à chaque fois c'est répondre à un problème. Donc on répond sur la question du salaire, on répond sur la question des licenciements, enfin la question du chômage, la question de la précarité c'est pareil, on va interdire les contrats à temps partiel imposés. Voilà, donc c'est des tas de choses qui peuvent s'accumuler, mais qui à chaque fois est une réponse par rapport à un problème qui est réel pour une bonne partie de la population. Est-ce que vous proposez un plafond de rémunération pour les patrons? Oui, bien sûr, on propose, c'est 4 fois à peu près. Parce que ça, on l'a pas trouvé dans votre programme, on a cherché, on n'a pas trouvé. Mais ouais, parce que la priorité pour nous, c'est vivre au minimum, c'est pas tellement bloqué en haut, même si on pense que c'est complètement dingue et que c'est... Si on discute d'un revenu minimum, si on discute de l'interdiction des licenciements, d'un service public et donc un accès gratuit, forcément, ça veut dire une redistribution des richesses, et donc forcément, c'est des revenus complètement indécents qui disparaîtraient, et une forme d'égalisation de revenus pour tout le monde. Donc voilà, mais notre priorité, c'est répondre à la pauvreté, à la souffrance quotidienne pour des tas de gens. C'est pas tellement le premier truc, c'est pas bloquer les revenus d'en haut, c'est nourrir en bas. Et nourrir en bas, on sait que ça veut dire donc prendre en haut, forcément en conséquence. Une question sur les auto-entrepreneurs, Maëva. Oui, on a vu que vous proposiez la fin de ce que vous appelez le pseudo-statut d'auto-entrepreneur.
Que deviendraient du coup ceux et celles qui vivent sous ce statut d'auto-entrepreneur, en sachant qu'il y en a à peu près 1 million en France, enfin en 2015 on avait 1 million en France. Moins on est individualisé, moins on est tout seul, mieux c'est. Donc le code du travail, tout ce qui est convention collective, tout ce qui est protection collective au travail, c'est ce qu'il y a de mieux. Auto-entrepreneur, c'est justement la logique de destruction de tout ce qui est collectif, c'est justement l'individualisation, c'est faire croire à chacun qu'on peut être tout seul et qu'on est mieux tout seul, ce qui est une connerie. Et la seule réponse, c'est collectivement, c'est assurer ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait le salariat, mais après le salariat, après on peut discuter, nous on est pour l'abolition du salariat sur le long terme, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est comment on défend les conventions collectives et donc tout ce qui peut être collectif et le code du travail. Non mais ça on est complètement d'accord, D'accord. mais pour ça il faut avoir un contrat de travail. Or là on parle d'auto-entrepreneurs qui par définition n'ont pas de contrat. Ils sont pas juste 100, ils sont pas juste 500, ils sont 1 million. Donc vous détruisez le statut, ok, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là? Alors Parce que on, c'est pas dit on, qu'ils fait, soient on repart 2 recrutés minutes en arrière avec l'interdiction des licenciements et puis la réduction du temps de travail pour tout le monde et puis donc une politique d'embauche massive. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas décortiquer un à un, sinon on oublie la discussion d'avant et puis on repart à zéro, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Non, pas du tout. Donc voilà, non mais le truc d'entrepreneur c'est dans une logique d'ultralibéralisation, c'est une destruction donc, de tout ce qui peut être collectif. Donc la réponse évidemment elle est multiple, c'est-à-dire qu'en fait on a une réponse sur l'interdiction des licenciements, on a une réponse sur la diminution du temps de travail pour tout le monde de manière à partager le travail entre toutes et tous, on a une réponse sur le revenu, donc le partage des richesses, mais tout ça c'est un ensemble de réponses par rapport à une situation sociale aujourd'hui, ce qu'on appelle on va dire un état d'urgence sociale qu'il faut reconnaître et comment on y répond. Et donc là la question de l'auto-entrepreneur, la question de l'ubérisation, la question du travailleur indépendant ou du travailleur tout seul et tout ça, c'est lié à tout le reste, c'est comment on se défend collectivement et comment on arrive à avoir une politique qui crée de l'emploi, donc ça veut dire aussi au bout du compte comment on reprend la main sur l'économie. Mais du coup, Et c'est les pour ça qu'il y a la question aussi même de la réquisition ou de l'expropriation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste être sur la défensive en disant voilà, maintenant on veut plus de licenciements, on veut donc un partage du travail de manière à ce que tout le monde puisse travailler, mais en même temps, c'est aussi le problème posé, c'est comment on prend la main sur l'économie. Alors du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer aux entreprises, par exemple, qui ont recours à des auto-entrepreneurs, il y en a aussi dans la presse, par exemple, qui ont recours avec ce type de statut, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup imposer à ce que ces auto-entrepreneurs ne soient plus auto-entrepreneurs, mais soient embauchés par ces entreprises? Est-ce que ce serait ça l'idée? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ah ben oui, si c'est pour justement, moi je discute du contrat collectif, c'est le CDI classique qui rentre dans les branches collectives, dans les branches professionnelles, avec des conventions de protection, voilà, donc avec la défense du code du travail. Parce que là, on se retrouve avec un démantèlement du code du travail et avec le renforcement de contrats de travail qui sont justement à travers l'auto-entrepreneur ou le travailleur indépendant qui justement individualisent. Et c'est chacun pour soi, hors sécu en plus, après c'est chacun se finance sa propre sécu, enfin voilà, puis au bout du compte, on a une destruction de tout ce qui peut être collectif et le danger il est là. Donc évidemment, là, quand on dit que nous on veut plus ça, c'est revenir à tout ce qui peut être protection collective dans l'ensemble des salariés. D'accord. Et l'unification, en fait, il faudrait qu'il y ait un statut réel de protection et donc qui va jusqu'au maintien, si ce n'est de l'emploi, du revenu. Une autre question sur les emplois publics, et c'est Jonathan qui va vous la poser. Oui, justement, vous proposez la création d'1 million d'emplois publics. Comment comptez-vous les répartir sur l'ensemble du territoire et aussi sur différents cœurs de métiers Sur de les la secteurs, fonction? quoi. Oui. Là, on a l'exemple avec la Guyane actuellement. Par exemple, la Guyane, il y a un mouvement social et eux, ils disent par exemple, nous, il nous faut 3 collèges, il nous faut 5 lycées. Ou l'inverse, 5 au collège et 3 lycées. Voilà ce qu'il nous faut, voilà les besoins. En fait, la population, quand elle se bat, quand elle s'organise, elle sait très bien les besoins réels. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire. C'est-à-dire que nous, on dit 1 million, c'est pareil, c'est un ordre d'idées. En fait, on calcule les dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés dans l'éducation nationale, les dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés dans la santé, et puis les cheminots, les postiers et tout ça. Donc déjà, on fait la somme, c'est quand même énorme. Et quand des emplois disparaissent, c'est des services qui diminuent. Hein. C'est pas contrairement à ce que peut penser Macron, Fillon et compagnie, comme quoi finalement on réduit le déficit, c'est très bien comme ça. Hein. C'est qu'en fait, c'est moins de services pour les gens, donc un accès de moins en moins équitable pour l'ensemble de la population. Donc nous, on défend ça, on défend une politique d'embauche, une défense des services publics, mais nous on pense que la population, les salariés notamment, hein, dans les services concernés, sont les mieux à même de pouvoir dire voilà ce qui nous manque. Aujourd'hui, les enseignants savent à peu près combien il faut de postes d'enseignants dans telle ou telle académie, donc tout ça c'est chiffré syndicalement. Donc nous on s'appuie là-dessus, donc nous on dit à l'ordre d'idée général, et après on sait que finalement les précisions, ça sera en fonction des besoins de part et d'autre. Mais c'est vrai que la Guyane, je trouve que c'est un bon exemple. Ils arrivent à chiffrer. On nous dit toujours, les experts économiques, ils savent
savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire et tout ça. Ben non, un mouvement social, il est capable de dire, ben nous on a besoin de ça, ça veut dire ça. Et donc ils ont chiffré 3 milliards et quelques en somme d'argent. C'est le besoin aujourd'hui pour répondre en urgence à la population, enfin, question service public, question emploi et tout ça. Donc voilà, c'est ça. Nous on pense que c'est quand on s'organise et quand on se bat, on est en capacité de décrire exactement ce dont on a besoin. Justement sur la Guyane, on avait prévu d'en parler un peu plus tard, mais là vous y êtes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du mouvement des 500 frères? Ben, je sais pas, c'est un peu compliqué les 500 frères. J'ai vu même les dernières images hier, la remise de la médaille Aux policiers blessés. commandant blessé. Donc je sais pas du tout par contre comment ça a été apprécié dans l'ensemble du mouvement parmi les syndicalistes. Est-ce que c'est une initiative qui était juste celle des 500 frères ou est-ce que ça correspond à l'état d'esprit de l'ensemble du mouvement social? Mais vous, en tant que syndicaliste aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, je suis en train de vous dire ça, c'est que c'est pas si simple à analyser. C'est que moi, je suis à l'extérieur et que je sais pas trop ce que... Voilà, c'est original, on connaît pas ça ici. On sait que les premières revendications des 500 frères, c'était plutôt sur le sécuritaire, plutôt sur le renforcement des forces de l'ordre. Nous, on n'est évidemment pas sur cette idée-là. Bon, visiblement, c'était pas tout à fait tout le monde sur la même longueur d'onde. Mais quand le mouvement social a démarré avec les blocages et avec la grève générale, ces revendications-là sont passées en arrière et que ce qui a été mis en avant, c'était les revendications sociales, donc la défense des services publics, la question du salaire, la question de l'emploi. Et voilà, mais après, je sais pas trop en détail. Il y a quelque chose, c'est vrai qu'on a du mal, nous, à comprendre ici, depuis la métropole, c'est qu'il y a effectivement une convergence à la fois entre les syndicats, entre plein de milieux professionnels, et puis le MEDEF local aussi, qui se reconnaît dans le mouvement. Beaucoup de gens dans le MEDEF, ou en tout cas on va parler des petits patrons, croient qu'il faut être du côté des gros patrons pour s'en sortir, et en fait ils sont écrasés par le patronat, par les gros patrons, ou par les banques, ou vous parliez de donneurs d'ordre tout à l'heure. En fait, les conditions sont tellement strictes que les petites entreprises sont obligées d'imposer à leurs propres salariés des conditions encore plus strictes pour pouvoir acquérir des marchés. Donc on voit bien que c'est la loi de la jungle dans le monde capitaliste, et les gros patrons bouffent les petits, ou en tout cas ils imposent des conditions qui sont souvent intenables. Donc après, la question du mouvement social et du mouvement des salariés, ça sera aussi sa force d'attirer à lui des catégories sociales qui sont plutôt entre les deux, et puis qui jusqu'à présent on pense qu'il vaut mieux être du côté des plus forts. Mais sauf que demain, si c'est le mouvement social qui est le plus fort, ben on verra des gens qui se rallieront à ça, et c'est peut-être ce qui se passe en Guyane, c'est qu'en fait, à partir du moment où les syndicalistes et les salariés sont en capacité de se battre, de s'organiser, ben des gens vont se dire, ben tiens, on se met avec vous, parce que oui, il y en a ras-le-bol de ce système-là qui écrase tout, et puis qui se traduit par toujours plus de difficultés, toujours plus de pauvreté. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que c'est intéressant à discuter de tout ça, quoi, effectivement. On va vous interroger maintenant sur la question des retraites, et c'est Maëva qui vous pose la première question. Alors vous faites la proposition de faire passer l'âge de la retraite à 60 ans maximum, de départ à la retraite à 60 ans, 37,5 annuités et 55 ans pour les travaux pénibles. Du coup, est-ce que vous abrogez le compte pénibilité? Bah ouais, le code pénibilité, c'est du pipeau, on s'en fout complètement. Franchement, enfin, c'est vraiment des trucs, c'est un point par-ci, un point par-là. Là, à l'usine, ils arrivent à exclure même de la pénibilité ceux qui travaillent à la chaîne. S'il y a un boulot qui est pénible, c'est le travail à la chaîne. Ben oui, parce qu'en fait, c'est du nombre d'heures, c'est le nombre de gestes, le nombre d'heures, mais c'est des calculs, mais c'est incroyablement... on est complètement déconnecté du travail. C'est ce que dit le patronat, il dit que c'est trop compliqué à faire. Bien sûr, mais nous on a des idées à imposer au patronat qui sont beaucoup plus simples, mais parce que la simplicité, les patrons ils la veulent pas, et là ça les arrange que ce soit compliqué, ils vont dire au nom du fait que c'est compliqué, on peut pas le gérer. Mais c'est vrai que c'est du n'importe quoi. Et donc du coup, des salariés qui sont en plein dans la pénibilité, qui sont en plein en tout cas au niveau de la répétition du geste, et ben ils sont même pas comptés. Nous à l'usine, on a 20 ou 30 salariés sur le total qui sont dans les critères de pénibilité, ce qui est complètement aberrant. Donc, nous, mais qui n'y ont pas droit. Ouais, qui n'y ont pas droit, ouais. Et puis même pour ceux qui ont droit, c'est 1 point ou 4 points maximum à l'année. Et puis au bout de tant de points, on va avoir droit à 6 mois de formation supplémentaire ou 6 mois de départ avant. Ben, voilà, tout ça, c'est pas sérieux, ça prend pas vraiment en réalité la question de la pénibilité. Donc oui, cette loi-là, ça ne coûterait pas grand-chose de l'abroger. Mais la vraie réponse, c'est vrai, c'est une retraite à 60 ans. La vraie réponse, et à 55 ans pour les boulots pénibles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça c'est les statistiques qui sont terribles, c'est qu'il y a l'espérance de vie, bon, on connaît ce chiffre-là, qui est déjà pas le même suivant le boulot qu'on fait, suivant la vie, le camp social qu'on appartient, c'est pas le même. Mais alors l'espérance de vie en bonne santé, l'écart il est énorme. Et aujourd'hui c'est 59 ans pour les boulots les plus durs. Donc en fait avant 60 ans on est déjà abîmé pour beaucoup. Donc en fait c'est pour ça que la question de la retraite à 55 ans elle est entièrement posée. C'est que oui effectivement il faudrait dans les boulots où on sait que on peut parler des chantiers notamment, des caissières, enfin tous ces boulots-là. Donc ça ce sera des exemples par exemple.
Comment ? C'était pour revenir sur ce qu'on vous disait Sur au la début, question de ce la sera des pénibilité. exemples de métiers pénibles. Ah oui, bah, Vous de toute disiez façon, tout à l'heure que vous ne saviez les pas métiers- exactement. Oui, tu dis exemples concrets, ça. Si, les métiers Non. pénibles, ils sont quand même. Ah d'accord, vous n'avez Euh, pas les critères, vous avez déjà des exemples. De Vous avez métier. des exemples, voilà, ça, de métiers. Ah ben oui, mais les maladies professionnelles, où elles sont, c'est quand même pas compliqué à D'accord. savoir. Il y a des stats pour ça. Et donc évidemment que tout ce qui est répétition du geste, de toute façon, c'est destructeur. Voilà, donc il y a la chaîne d'assemblage dans une usine, par exemple. Ça, c'est classique, mais c'est pas que l'usine. Aujourd'hui, on a la caissière qui répète son geste toute la journée. Et puis il y a les boulots de chantier. Alors là, il y a les postures, la charge physique et tout ça, qui sont destructeurs, les dos et tout. Donc ça, on sait à peu près les métiers où c'est... et donc on sait là, et c'est pour ça que la prise en compte de la pénibilité, c'est donc là, assurer le départ à la retraite le plus tôt possible. Donc là, on pensait que 55 ans, c'est complètement justifié, en sachant encore une fois que c'est à peu près 58-59 ans pour pas mal, où on sait que statistiquement, on ne peut pas être en bonne santé voilà, dans certains boulots. Et ça, c'est la moyenne aujourd'hui des boulots ouvriers. Donc la réponse c'est ça, c'est une retraite avancée et puis l'avantage de mettre la retraite le plus tôt possible, c'est en même temps la possibilité d'embaucher évidemment toute une jeunesse qui vit dans la précarité ou qui met de plus en plus de temps avant de pouvoir obtenir son premier contrat de travail. Donc voilà, la réponse à la pénibilité c'est ça pour nous. Et il n'y a pas que ça parce qu'après il y a aussi les maladies professionnelles et accidents du travail. Donc on sait qu'il y a une grosse triche patronale de ce point de vue-là et donc comment on renforce à la fois les cotisations, comment on combat la triche et comment en même temps on assure une amélioration des conditions de travail. Et l'amélioration des conditions de travail, ça passe aussi par des politiques d'embauche parce qu'en fait le boulot est de plus en plus destructeur physiquement et mentalement parce qu'il y a une surcharge de travail qui est à la fois physique et mentale parce que aussi les rapports sociaux dans les entreprises sont de plus en plus violents et il y a une forme de harcèlement qui se développe et une pression globale tout simplement parce qu'il y a aussi le chantage à l'emploi, il y a toujours la peur de l'avenir, la destruction du code du travail, les protections qui partent et tout ça. Donc on est réellement dans des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles réellement. Donc en fait l'amélioration, la prise en compte de la pénibilité, c'est la retraite plus l'embauche et plus donc mettre en place des organisations du travail qui tiennent compte de la santé. Il y a un autre sujet important, c'est celui de la protection sociale. Vous proposez qu'elle soit élargie aux salariés avec une gestion en fait démocratique par les salariés et les représentants des salariés, c'est-à-dire en gros les syndicats, pour la gestion à la fois de la protection sociale et des retraites. Comment vous mettez ça en place? Comment concrètement ça se met en place? Et concrètement, c'est pareil, c'est un rapport de force, c'est des luttes sociales. Ça ne sera pas comme ça administrativement, c'est pas une question technique, c'est une question politique. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes ces questions politiques, on peut les mettre en œuvre à partir du moment où une population s'en empare et se bat pour imposer ça. Aujourd'hui, c'est pas, on le voit bien, même syndicalement, il y a plein de syndicalistes honnêtes, dévoués, qui aujourd'hui font tout un boulot énorme, que ce soit dans les prud'hommes, que ce soit dans les caisses... des caisses d'assurance maladie ou dans les comités paritaires, dans les services publics, ou partout, quoi, dans les CE, tout ça, et puis en fait on n'empêche rien. Alors, on n'empêche rien parce qu'il y a un rouleau compresseur et parce qu'aujourd'hui il y a un rapport de force qui est tellement en faveur du patron que finalement on pèse pas grand chose. Sur l'assurance maladie, M. Poutou, par exemple, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est 35 membres et il y en a 13 qui sont membres et qui sont représentants des salariés, qui sont des syndicats. Oui, mais il n'y a aucun poids, voilà, on le voit depuis très longtemps, quoi. Et les lois, de toute façon, décident... les salariés ne décident de rien, les syndicats ne décident de rien, quoi. Il y avait une parité au tout début, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est dans les années 60 que ça a été remis en cause. Et puis aujourd'hui, on est dans l'aggravation de la situation. Non, la réponse, c'est réellement un rapport de force. Et c'est comment on résiste à ça, et comment on arrive à imposer une véritable gestion salariée. Mais au bout du compte, ça devrait être qu'une gestion de salariés. Et le patron n'a rien à faire là-dedans, quoi. En fait, c'est un salaire socialisé, c'est une protection sociale qui devrait être entièrement entre les mains donc des représentants des salariés. Mais bon, des salariés, donc en fait, pas de paritarisme en fait. Hein. Non, on ne serait pas pour le paritarisme. On arrête le paritarisme et c'est exclusivement contrôlé par les salariés. Ouais. Et après, c'est une question là aussi on sait que ce n'est pas des mesures comme ça qui se prendront... comment dire, voilà, le gouvernement va changer, il y a une loi, il y a des résistances quand même, il y a un pouvoir politique, mais surtout il y a une classe sociale qui dirige l'économie et puis qui s'impose, qui impose ses règles. Et donc après, c'est comment on fait éclater ça, donc c'est forcément une confrontation. Et c'est ce qu'on essaie de défendre et de préparer. Merci Monsieur Poutou. On va passer à la deuxième partie. Merci Jonathan, merci Maëva. Deuxième partie de notre interview, Monsieur Poutou, Fatma et Alban nous ont rejoints, deux reporters du Bondi Blog. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va aborder ici même la question des quartiers populaires, de l'écologie et aussi un peu d'islam.
mais à la fin, pas comme les autres. Hein. On On va laisser à la fin, pas comme les autres confrères. On va laisser la parole à Fatma pour la première question sur les institutions. Oui, alors vous proposez de supprimer la présidence. Par quel type de gouvernement vous souhaiterez la remplacer? Alors là aussi, c'est toujours difficile à concrétiser. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on ne veut pas de ce que c'est aujourd'hui, la fonction présidentielle, mais qui est profondément antidémocratique, puisque c'est une personne qui concentre beaucoup trop de pouvoir entre ses mains. Mais globalement, c'est tout le système politique actuel qui est pour nous pas démocratique, parce que la démocratie, c'est pas juste voter et puis après se faire avoir pendant 5 ans, c'est comment on arrive à mettre en place une véritable démocratie directe où la population peut débattre de ce qui la concerne, de ce qu'on peut faire, et qu'en même temps elle puisse décider réellement voilà, des choix à faire en priorité, de ce qui la concerne directement. Donc c'est sûrement difficile d'arriver à dire concrètement comment ça pourrait s'organiser, mais bon, c'est arriver à tous les échelons de la société, faire en sorte que la population soit partie prenante et donc ait les moyens de faire tout ça. Donc c'est déjà, ça passe, nous, en réponse immédiate, ce qu'on dit, c'est que déjà on combat la politique professionnelle. Enfin, pour nous, on a bien vu, on a expérimenté ce que ça donnait. Hein, tout un milieu politique qui se déconnecte complètement de la population de par des revenus largement supérieurs. Bon, on a vu députés, sénateurs, c'est des salaires, enfin c'est des revenus, ça ne s'appelle pas des salaires, mais des indemnités énormes. Le cumul des mandats, et puis le fait qu'ils puissent être toute une vie comme ça en carrière politique, sans interruption, ça peut pas, il faut pas que ça dure, quoi. Donc on a ces réponses-là immédiates, c'est d'arrêter ça, de l'interdiction du cumul des mandats dans le même temps, mais même l'interdiction, à la limite, il faudrait faire 2 mandats maximum dans la durée, et après revenir à quel que soit le mandat, que ce soit député, maire... Alors après, on a bien conscience, par exemple, dans les toutes petites communes, parce que ça n'a rien à voir, un Juppé, par exemple, qui va être maire de Bordeaux, enfin toute sa vie politique pendant 40 ans ou 50 ans, ça n'a rien à voir avec un maire dans une toute petite commune qui, lui, des fois, va être aussi maire pendant plusieurs décennies. Ça existe, mais ça n'a rien à voir, parce qu'autant il y a une carrière politique quelque part, autant ailleurs, bon, des fois, quand c'est des communes où il y a 40 habitants, 100 habitants, mais ça va être difficile de justifier au regard du droit constitutionnel, après, par exemple, de faire la différence entre, d'un côté, les petits maires... Sûrement, côté, non, mais moi je fais le distinguo, parce que c'est vrai qu'on ne dit pas non plus que le maire qui est 40 ans maire dans son village, qui a 40 habitants, c'est forcément un opportuniste, un politicien professionnel. C'est pour ça que je dis ça, c'est juste pour dire qu'on ne met pas tout... mais vous parlez que de Alain Juppé, en fait. Voilà, Alain Juppé, les politiciens dont on sait qu'ils font carrière, mais en plus qui ne sont même pas vraiment maires. Enfin voilà, parce qu'on ne peut pas être député, maire, président du conseil d'administration de l'hôpital et tout ça, c'est pas vrai, quoi. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça sérieusement. Donc il y a une entourloupe. Et vous êtes bien candidat à la présidence de la République en étant ouvrier, c'est possible. Oui, mais ma responsabilité, c'est élu CHSCT dans mon usine, sur les conditions de travail. C'est mon seul mandat. Être candidat, c'est pas un mandat, c'est juste... voilà. Du coup, là, pour le moment, vous vous présentez à l'élection présidentielle, donc pour devenir président, supposément. Pourquoi vous ne vous présentez pas, par exemple, aux législatives pour devenir député? Ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout raté. Mais là, vous le referez pas. Non, là, on verra. Vous êtes déjà présenté il y a 5 ans. J'ai essayé d'être maire de Bordeaux, j'ai pas réussi. C'est Juppé qui a gagné. C'est pour ça que je lui en veux. Juppé m'a battu. J'ai essayé d'être député là où je travaille, dans la 5e circonscription de Gironde, qui est celle du Médoc. J'ai échoué avec 2% à chaque fois, mais voilà. Et puis j'ai essayé aux européennes, j'ai échoué. Donc oui, j'ai quand même j'ai tout tenté. Par exemple, c'est vrai que là vous avez eu une exposition médiatique par rapport au débat, mais imaginons que cette exposition médiatique, elle aurait pu aussi exister si par exemple vous étiez présenté aux législatives. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt à peser quand on se présente en tant que député pour peser vraiment sur l'élaboration des lois, plutôt que de se présenter à une élection où très clairement vous savez que vous n'allez pas être élu, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait tout. En fait, on fait sérieusement toutes les élections, mais législatives, on ne peut pas être élu. C'est un scrutin uninominal à 2 tours. Il faut faire 50%, enfin il faut être à plus de 10% pour passer la barre pour être au second tour. Et enfin c'est 12% des inscrits, je crois que ça marche comme ça. Et donc la loi ne permet pas ça. Donc c'est pour ça que nous, pour revenir justement aux réformes, pour qu'on approche vers une démocratie, parce que nous on discute d'une démocratie directe qui est pas tellement imaginable dans l'immédiat, quoi. Si ce n'est s'il y avait des gros mouvements sociaux qui permettraient. Mais sinon en attendant, nous c'est pour ça qu'on fixait donc le non-cumul des mandats, un revenu maximum pour les élus, qui serait de l'ordre du salaire moyen à peu près en France, qui est de l'ordre de 2300 net à peu près, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui permettrait d'empêcher que les gens ils courent trop après ces postes-là. Donc ça, c'est des mesures. Et après, nous, on défend aussi la proportionnelle intégrale dans toutes les élections. Donc ça, c'est important aussi, parce que justement, les législatives, on sait qu'il y a 577 députés, si je ne me trompe pas. Donc, par exemple, un NPA qui fait 1%,
eh bien, il aurait 5 députés. Voilà, ben, c'est ça, ça changerait aussi un peu la donne. Donc, C'est, concrètement, c'est, dans votre euh, cas, ça vous arrangerait directement. Ben oui, parce qu'il y aurait une représentation, alors on parle du NPA, mais Comme vous, mais ce comme serait le Front bien National, que comme d'autres bah oui, formations bien sûr, politiques. ben malheureusement le Front National en profiterait certainement, mais au départ on a supprimé la proportionnelle intégrale au nom du fait qu'il fallait empêcher le Front National de grimper et d'être trop présent. On s'aperçoit que ça n'a pas empêché Ça a le pas Front National, mais que par contre il y a plein d'organisations, de petites organisations où il y a plein d'habitants qui ne sont pas représentés au Parlement ou même dans un conseil municipal, parce que le conseil municipal, la redistribution des conseillers municipaux, elle est profondément inégalitaire, quoi. Il y a une prime pour celui qui gagne et puis qui rafle tout, enfin plus de la moitié, et puis le reste, voilà. Donc il faudrait discuter de ça, de comment on peut représenter réellement l'ensemble de la population avec sa diversité. Donc là, ça compte. Et puis donc c'est la proportionnelle intégrale. Et puis après, là aussi sur la démocratie, on est pour le droit de vote des immigrés. La gauche, elle a abandonné cette revendication-là, mais nous, on pense qu'à toutes les élections, tous les résidents en France, tous ceux qui y vivent, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, mais qui payent des impôts, enfin, ils devraient pouvoir voter. Voilà, ils devraient avoir droit à participer à la vie politique. Donc pour nous, c'est des avancées vers une démocratie. Ok. On a vu que vous étiez intéressé aux médias dans votre programme, que vous proposez notamment la suppression du CSA qui serait remplacé par un organe qui pour le coup là chapeauterait l'ensemble de la presse, l'ensemble des médias, parce que le CSA pour l'instant ne chapeaute que la télévision et la radio. Oui, ouais. Donc là il y aurait la presse écrite aussi qui serait inclus, et cet organe-là il associerait les usagers, la représentation politique ainsi que des employés de la presse. Il devrait refixer certaines règles, et notamment la répartition des aides à la presse. Comment ça fonctionnerait Mais là, le problème, c'est un peu, encore une fois, on va avoir un peu un problème général, mais c'est nous, on défend l'idée d'un service public en fait, des médias qui pourrait gérer ça. Et parce qu'en fait, on a deux problèmes. On a le pouvoir patronal ou le pouvoir financier. On peut parler des grosses chaînes médiatiques qui sont sous contrôle d'ailleurs des plus gros milliardaires, parce que en fait, les possédants des chaînes, ce sont ceux qui sont dans les 20 premiers du classement des fortunes de France. On peut parler de Bouygues, Bolloré, Drahi, Dassault, notamment. Et je dois en oublier. Alors Dassault, il n'est pas dans la télé, mais effectivement à la presse. Il est dans la presse. Presse écrite, on parlait. Donc, on voit bien qu'il y a ce problème-là, quoi. En fait, on pense que les médias ne doivent pas être sous contrôle des puissances financières, mais en même temps, les médias ne doivent pas être sous contrôle des puissances étatiques, d'un pouvoir politique, parce qu'on voit qu'il y a deux problèmes politiques qui sont posés. Donc ça pose le problème de comment on assure la véritable indépendance des médias et comment on fait en sorte aussi que les médias, qu'il y ait la possibilité pour plein de gens de pouvoir faire vivre un média, parce qu'il y a une concentration des médias, des gros trucs, nous on est pour, justement, il y a aussi quelque part une multiplication des médias avec des formes différentes grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, et c'est comment on assure ça. Donc l'idée, c'est qu'il y a besoin d'un service public avec participation, enfin après il faut voir, donc comme vous disiez, des salariés, des spécialistes du métier et tout ça, donc de garantir en fait une véritable liberté dans les médias, et donc une véritable indépendance. Mais sur les aides à la presse, M. Poutou, parce que c'est vrai que c'est une grosse critique effectivement sur des aides qui vont beaucoup être versées à des titres de presse qui sont déjà normalement bien aidés par les groupes auxquels ils appartiennent. On pense au Monde, le Figaro, etc. Ouais. Du coup, comment on pourrait imaginer la répartition si on n'est plus sur une répartition comme elle est aujourd'hui ? Ouais, mais c'est pour ça que on est obligé de tenir compte un peu de tout, parce que l'aide à la presse, ça devient important, parce que pour vivre, il faut de l'argent. Alors aujourd'hui, si on n'a pas de publicité, parce qu'il y a aussi la publicité et tout ça, donc si on arrive à mettre en place un outil médiatique avec une véritable démocratie, donc la possibilité de faire vivre des médias et sans être dépendant financièrement de gros patrons, ou sans être dépendant politiquement, ou sans avoir peur de faire telle ou telle chose et de ne pas être soutenu, déjà ça change le problème du soutien financier. C'est déjà mettre en place la possibilité de développer tout ça. Et en même temps, c'est la possibilité aussi pour les journalistes d'être complètement indépendants, de garder leur boulot, parce qu'aujourd'hui il y a une pression aussi sur les journalistes, parce que le média, c'est arriver à faire vivre un média, mais en même temps aussi c'est quand on est salarié d'un média, comment on peut avoir une totale autonomie et une totale indépendance, et de pouvoir faire un article ou de pouvoir faire un reportage en toute liberté, sans avoir peur d'être censuré ou sans avoir peur d'être mal vu parce qu'on aura fait un truc un peu trop dans un sens ou un peu trop dans l'autre. Vous demandez un réel statut juridique pour les rédactions, droit de veto sur les décisions économiques et éditoriales dans les médias, et puis une législation anti-concentration interdisant aux grands groupes la mainmise sur la concentration. Mais bon, c'est tout cet ensemble de choses, et c'est essayer de mettre en place à travers tout ça un véritable outil démocratique, qui soit aussi entre les mains de la population. Enfin, et la question de ce que vous disiez sur la question de financement ou de soutien à la presse, et bien forcément dans ce cadre-là, ça serait complètement différent. Mais plus il y a de démocratie, plus il y a de transparence, mais plus on évite justement que les aides soient absorbées toujours par les plus gros, quoi. Ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui est aberrant, mais bon, ce qui est le cas dans tous les domaines en fait.
Dans l'agriculture, c'est pareil, les aides dont on parle beaucoup, des aides de la PAC et tout ça, c'est toujours absorbé par les grosses concentrations industrielles, agroalimentaires, enfin c'est toujours le même problème, et partout c'est comme ça. Donc c'est à partir du moment où on garantit une indépendance par rapport à la finance, par rapport au pouvoir politique, bon, ben déjà on met en place des choses qui sont beaucoup plus démocratiques, et donc on peut discuter plus tranquillement de comment on aide, comment les uns et les autres peuvent vivre de leur métier, et comment on peut entretenir ces outils-là, quoi. On va passer aux questions sur les quartiers populaires et je passe la parole à Fatma. Alors, en ce qui concerne les quartiers populaires, dans votre programme, on ne trouve aucune proposition qui est propre aux quartiers populaires. Vous parlez d'arrêter le contrôle aux faciès, mais on n'a pas vraiment de propositions concrètes qui pourraient aussi être amenées au contexte particulier des quartiers populaires. Comment on pourrait mettre ça en place et comment aussi on pourrait changer les choses dans ces quartiers-là? Par exemple, ça serait quoi les trucs qui seraient importants à discuter à votre avis? Ah, mais ça va beaucoup poser la question. Non, Non, parce mais que sur la justement, lutte contre le faciès, par exemple, Oui, voilà. il y a eu ce fameux récépissé qui a été proposé par certains candidats, notamment Benoît Hamon, par exemple, pour ne citer que lui. Est-ce que vous avez imaginé des outils justement pour lutter contre le faciès? ben nous on est contre le contrôle faciès, donc après comment on peut le mettre en place, ouais, je sais pas si on détaille pas ça, mais Est-ce que le récépissé, mais nous ça on peut est pour être la une bonne idée? dissolution des corps policiers déjà, c'est quand même un peu mieux que l'arrêt du contrôle faciès, c'est que Pourtant, sérieusement, parlait de- on est pour le désarmement de la police qui est au contact de la population, ça c'est Ouais. sûr, et on est pour dissoudre la BAC et tout ça, et de transformer profondément l'attitude de Vous la êtes police. pour la On est dissolution pour des moins de BAC? police, La on est dissolution pour... Des brigades. Ouais, donc des c'est BAC pour et ça des qu'on est quand même brigades. sur des solutions assez radicales, d'ailleurs qui choquent les gens et qui disent que c'est pas possible de faire ça comme ça, parce que sinon après la délinquance va exploser, ça va être invivable dans les cités. Nous on est persuadés du contraire, c'est que justement il faudrait faire disparaître une présence policière qui est C'est ce que dit qui est Nathalie Arthaud insupportable. aussi. Oui, oui, bah ouais, de ce point de on vue-là, l'a bah reçu ouais, il y a ouais, 2 ouais. semaines, elle nous disait. Voilà, donc ça c'est une réponse politique immédiate. Après sur la question des quartiers populaires, nous on pense que la réponse elle est sociale avant tout, hein, parce que justement on entend dire tout le temps il faut des flics parce que c'est ça qui fait l'ordre, et parce qu'il y aura de l'ordre, comme ça les gens vivront mieux. En fait, la réponse c'est du boulot, c'est des services publics, et c'est ça qui permettra de lutter contre les discriminations, contre l'humiliation quotidienne des gens qui ont plus rien, enfin qui n'ont pas de boulot, voilà, donc en fait c'est ça, c'est pour ça que les réponses nous on les apporte globalement dans l'idée qu'il faut remettre en place des services publics partout, et donc évidemment dans les quartiers populaires, hein, ça paraît quand même, c'est l'endroit où c'est le plus détruit en plus, c'est l'endroit où la population est la plus démunie, la plus fragilisée, la plus humiliée de fait, parce qu'il n'y a pas tout ça, et éloigné des centres, éloigné de tout, ghettoisé, avec les transports et tout ça, quand il n'y a pas d'argent on ne peut pas prendre les transports, donc du coup on reste enfermé dans son quartier. Donc en fait la réponse politique, c'est ça, c'est de redévelopper les services publics et puis remettre en place des politiques d'embauche qui permettent justement à l'ensemble de la jeunesse et pas que des jeunes de retrouver du boulot, et donc de retrouver sa place dans la société. Et donc c'est une réponse sociale, et parce que le chômage est à 20% à peu près, enfin il est le double dans les quartiers Mais c'est populaires. dommage, M. Poutou, Et les parce que jeunes c'est sont à vrai peu que près à 50%. ce discours-là, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants des quartiers populaires qui pourraient s'identifier à ce discours, mais on peut d'autant plus s'identifier que si on nous propose des mesures du quotidien qui puissent vraiment, véritablement lutter contre cette question du contrôle aux faciès que beaucoup ici d'habitants, notamment mecs, vivent. Or là, il y a voilà, une idée générale, mais on n'a pas l'outil, quoi. On ne sait pas comment faire. C'est-à-dire on ne sait pas comment faire. Bah, Si on supprime la BAC, tout ça, on ne sait pas comment faire. Déjà, dire ça, c'est comment on fait, effectivement. Non, non, bien Mais sûr. d'ailleurs, pourquoi Ouais. celle-ci en particulier, vous considérez que le contrôle faciès c'est de leur fait, c'est-à-dire Non, mais c'est parce que la violence, elle vient beaucoup de la BAC, pas que dans les quartiers populaires, dans les manifestations aussi. Donc il y a des corps, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont dans la provoque permanente. Donc ça nous apparaît une des premières choses à faire, c'est ces dissolutions de ces corps-là. C'est pas le seul corps qu'il faut dissoudre. Après, je suis pas un grand spécialiste de la police Vous non plus. proposez donc aussi je- la dissolution des BST, Ouais, Brigades Société ouais, de voilà, Terrain. ouais. Et puis donc le désarmement, mais pas que il y a aussi les armes non létales, le taser et tout ça. Nous, on est pour arrêter ça. Donc ça, ce sont des réponses. Mais pareil, c'est des réponses politiques qui sont compréhensibles, claires. Maintenant, comment on fait? Pareil, c'est inimaginable qu'à un moment donné, il y a un gouvernement qui dit, ben voilà, ça suppose quand même que dans les quartiers populaires, mais pas que, qu'il y a aussi une population mobilisée qui défend ses propres intérêts et puis qui dit stop à tout ça, mais qui exerce une pression pour aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça, nous on dit souvent ça, mais c'est pas faux de dire ça, c'est quand la population prend ses affaires en main, se bat et défend ses propres intérêts, qu'elle se donne les moyens de faire entendre tout ça, c'est là où concrètement on verra mieux comment on peut avancer et comment on peut petit à petit mettre
en place ces revendications-là. Mais nous, on reste beaucoup dans du général, mais enfin, ce général-là qu'on met en avant, c'est aussi pour nous des réponses d'urgence, quoi. Il faut ça. Et déjà, arriver à populariser ça, à le discuter, à le dire dans une campagne, c'est déjà énorme, parce que si nous, on n'est pas là, et si Nathalie Arthaud n'est pas là, qui c'est qui parle comme ça, hein, si ce n'est les baratins habituels sur la police de proximité, hein, vous vous rendez compte, la police, si elle fait un peu de psychologie, vous verrez, ça sera beaucoup mieux avec les jeunes. Enfin, tout ça, on sait que c'est du pipeau, parce que la réalité, en fait, la violence policière, elle devient... Elle est un vrai problème dans le sens où il y a une vraie crise, une vraie brutalité avec des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à vivre normalement, qui n'arrivent pas à bosser, avec des logements souvent qui se dégradent. C'est cet ensemble de choses qui ne va pas. Et en fait, le renforcement de la répression policière, c'est aussi en même temps une volonté de contrôler les quartiers où c'est le plus dur, parce qu'en fait, les risques de colère, de révolte ou d'émeute, ils sont réels. Et donc, en fait, on se retrouve avec les dégâts d'une crise et avec une classe qui voit bien que ça peut péter n'importe quand. Et pour pas que ça pète, ou en tout cas pour contenir tout ça, il y a de plus en plus de policiers, de plus en plus d'armes, de plus en plus d'intimidation, et du coup de plus en plus de dérapage, et puis de jeunes qui sont tués par-ci par-là, parce qu'en fait c'est le résultat d'une politique. On va passer à la thématique de l'écologie, Monsieur Poutou, sur notamment une question d'actualité. Vous l'avez vu, il y a la mobilisation des salariés de Fessenheim qui s'opposent à la fermeture de la centrale, qui concerne selon eux 2000 emplois directs et indirects. Donc ces salariés qui s'opposent à la fermeture, comme d'ailleurs la CGT là-bas. Et vous êtes syndiqué CGT, hein, et vous êtes au NPA, mais vous êtes, vous, pour la fermeture de la centrale. Ouais. Comment vous arrivez à concilier, tout ça, personnellement ? Mais même moi, je travaille dans une usine qui fabrique des bagnoles, et si demain on me dit gratuité des transports pour tous et arrêt du tout voiture, et puis moins de voitures possibles dans les villes et tout ça, je suis pour. Ouais, parce que moi je pense que le boulot, la reconversion, elle existe, et il faut la reconversion par contre. Moi je m'en fous de réparer une machine qui fabrique des boîtes de vitesse de voiture, ou de réparer une machine qui fabrique des boîtes de vitesse pour bus, ou même pour les trains. C'est ça et ce qui est terrible dans le positionnement de la CGT, c'est au nom du fait qu'il faut défendre les emplois, on défend le nucléaire, mais la reconversion dans l'énergie électrique, elle est multiple. C'est quand même pas compliqué pour tous ceux qui bossent. En plus, une fermeture d'une centrale comme Fessenheim, c'est des dizaines d'années de travail derrière, parce que ça se ferme pas comme ça. Il y a le démantèlement, ça un réacteur, ça ne s'arrête pas comme ça, il y a un processus d'arrêt, donc on sait très bien que la plupart des salariés de Fessenheim auront du boulot de tout ça pendant très longtemps, puisqu'il y a un processus d'arrêt, et après donc il y a le démantèlement, parce qu'il y a le processus d'arrêt, il y a le démantèlement, il y a le traitement des déchets, même si ce n'est pas forcément les mêmes métiers, et puis surtout, dans le même temps qu'on arrête les centrales nucléaires, on est en train il faut développer les énergies renouvelables. Sauf que eux, ce qu'ils disent, c'est que finalement, on ne travaille pas assez à la vie d'après, c'est-à-dire la question des énergies renouvelables. Mais ça, c'est pas le problème de l'arrêt d'une centrale en elle-même, c'est comment on prépare la suite et comment on développe les énergies renouvelables et comment finalement il y a un véritable service public de l'énergie qui a une politique cohérente et qui à la fois se pose les problèmes de stopper ce qui est nocif pour l'humanité et qui en même temps développe le reste, les éoliennes, la marée motrice, mais en même temps il y a aussi comment on peut relocaliser les productions d'énergie parce que c'est aussi tous ces problèmes-là qui sont posés, comment on peut adapter sur le territoire ou les éoliennes ou les énergies hydrauliques et tout ça. Et en fait il y a tout le temps du boulot et il n'y a pas moins de boulot et en réalité même il y en a plus et alors de ce côté-là les patrons ils aiment bien l'exemple allemand pour des tas de choses, pour des tas d'autres raisons, mais nous on peut discuter aussi que l'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire et il n'y a pas de... Vous ne faites pas taper sur les doigts par la CGT par rapport à mais ce si, il y a discours-là. des désaccords bien sûr, mais, oui évidemment, mais même la CGT à la limite, la CGT Énergie elle est même des fois... elle s'isole un peu dans la CGT parce qu'il y a un combat qui apparaît un peu incompréhensible par rapport à d'autres. On peut très bien donc défendre l'arrêt du nucléaire tout en maintenant les emplois et surtout c'est du maintien d'emplois y compris dans l'énergie et dans l'électricité. C'est même pas. Il y a un positionnement de la CGT Énergie qui est assez incompréhensible d'une certaine manière. D'accord. Vous dites qu'il n'y aura aucun changement écologique de toute façon tant que le système ne sera pas renversé et qu'il faudrait, pour vous, exproprier les grands groupes de l'énergie, donc par exemple nationaliser Total, Engie, EDF, Enedis. C'est ça, votre position c'est-à-dire que pour vous, il suffit de les nationaliser pour que ça change concrètement On ne parle pas de nationalisation déjà d'une part, non, mais non, on ne dit pas ça comme ça, c'est un peu caricaturé. On pense que le système capitaliste, il est destructeur de la planète.
parce que productiviste, parce que ce qui compte, c'est pas ni les gens ni la planète, c'est les profits. Et ils ont fait une démonstration, mais bon, on a des tas d'exemples. Même aujourd'hui, il y a des politiques complètement aberrantes, extractivistes. On voit la forêt amazonienne, il y a des reportages où ils ont creusé des puits de pétrole, les nappes de pétrole envahissent la forêt, les gens crèvent, ils peuvent même pas cultiver de jardin et tout ça. Bah, ça, c'est un exemple. Fukushima, c'est un autre exemple. Voilà, des exemples, il y en a plein de capacités de détruire la planète en même temps qu'il y a une destruction des conditions de vie de la population environnante. Donc voilà, donc nous on a cet exemple-là, nous ce qu'on dit c'est que ce capitalisme, il envoie l'humanité à la catastrophe. On n'est pas les seuls à le dire, hein. Il y en a beaucoup qui le constatent. Donc après, on ne dit pas non plus que hors renversement du capitalisme, il n'y a rien à faire. Il y a aussi, on peut avoir des politiques d'environnement. Aujourd'hui, par exemple, même dans le cadre du capitalisme, s'il y avait des transports publics gratuits, ça améliorerait sacrément la pollution atmosphérique. Si on éliminait les bouchons, si on favorisait le transport ferroviaire, y compris dans le cadre du capitalisme, ce serait mieux. Donc nous, on n'est pas en train de dire il faut renverser le capitalisme, après on s'occupe d'une politique environnementale. C'est comment, même aujourd'hui, on peut mener des batailles qui peuvent permettre d'améliorer la situation. Nous, par exemple, quand on combat le projet de Sivens, on reste dans le capitalisme, mais on pense que c'est quand même vachement mieux de ne pas détruire une forêt et de ne pas construire un barrage qui sert uniquement à des propriétaires de céréales et qui veulent produire un peu plus dans un endroit où il n'y a pas assez d'eau pour le faire. Donc quand on ne veut pas que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes soit construit, c'est pareil, c'est aujourd'hui, on veut pas tout ça parce que Vinci veut se remplir les poches avec un nouvel aéroport alors que ça sert strictement à rien. Bon voilà, le nouveau stade à Bordeaux, c'est une aberration, il y en a qui ont dit non, c'est merdique, il faut pas le faire. Voilà, on peut aussi avoir des batailles, la LGV aujourd'hui, on est contre. Donc voilà, donc c'est ça. Mais c'est vrai que globalement, au bout du compte, le capitalisme, si on s'en débarrasse pas, ça va nous coûter très cher. Enfin, alors nous, à la limite, on vivra pas ça. Mais quand on voit la banquise qui disparaît, enfin, je voudrais pas faire le bucolique des services, mais c'est flippant. Les espèces qui disparaissent, la forêt amazonienne, parce que ça veut dire qu'un jour de destruction de forêt, les conséquences que ça peut avoir, enfin, c'est quand même, ou détruire une forêt, même un petit bout de forêt en France, tout ça parce qu'on veut mettre un parc d'attractions. Enfin, c'est quoi ces trucs-là? Donc il y a quelque chose. Voilà, donc c'est de la bataille au quotidien, et en sachant qu'au bout du compte, une véritable politique écologique et respectueuse de l'environnement, c'est forcément libérer l'économie des logiques de rentabilité, des logiques de privé. Et donc c'est effectivement reprendre la main sur l'économie, donc c'est se débarrasser du capitalisme. Autre question, Fatma? Oui, donc vous voulez faire idem pour l'eau, vous voulez en faire un service public, c'est ça? Ouais. Et ça se passerait comment? Ça serait une régie Ouais, une régie de l'eau publique, mais comme c'était le cas dans beaucoup de communes, et comme les communes, malheureusement, au fil des années, avec l'endettement auprès des banques, avec en plus les prêts bancaires hyper escrocs de la part des banques, comment ils ont endetté des tas de communes qui n'arrivent plus à vivre, avec la baisse des dotations publiques, des communes qui n'arrivent plus. Donc du coup, petit à petit, il y a eu tout un processus de délégation de services publics au privé. Et on s'aperçoit que l'eau est plus chère en moyenne de ce côté-là, dès que c'est privatisé. Et donc, nous, il y a des communes qui sont revenues. Oui, il y a des communes publique qui reviennent, voilà. Et alors, c'est pas forcément très simple parce que c'est vrai que c'est des coûts aussi. Mais ceci dit, ça apparaît, ce serait bien que l'ensemble des communes elles aient les moyens de réintégrer ça. Mais c'est un peu comme, bon là il y a l'eau, mais on peut discuter des cantines. Enfin, il y a pas mal de services. Si c'était complètement public, c'est évident que ça tournerait mieux parce qu'en fait, il n'y aurait pas le parasitisme de ce capitalisme-là ou de ce privé qui prend en passage. Voilà, c'est ça qui rend cher les choses. Et de ce point de vue-là, l'eau pourrait être ou pas chère ou même gratuite, mais c'est uniquement dans ces conditions-là. Et dès qu'il y a le privé qui est là, dès qu'il y a des financiers, des capitalistes qui sont là pour prendre un bout de cette richesse-là, forcément ça devient très problématique. Donc on est pour un service public de l'eau et donc même une gratuité. On va dire, je ne sais plus combien il y a un chiffre, il y a des associations qui discutent qu'il faudrait jusqu'à tant de litres payer la gratuité. Et après, bon, les gens payent un peu. Enfin, voilà, donc, il y a un minimum, quoi. Ça fait partie de l'accès gratuit à des choses qui sont vitales, quoi. On va passer à la dernière thématique, Monsieur Poutou, sur la question de l'islam. Et c'est Alban qui commence. Vous demandez l'abrogation de la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Pourquoi ? Ce sont des lois qui sont pour nous à motivation raciste, ou islamophobe, ou en tout cas anti-immigrés, et qui n'aident en rien, qui ne résolvent rien. Donc on est pour l'abrogation de toutes ces lois-là. On sait que la motivation, elle est malsaine, ça se voit, même si c'est souvent hypocrite. C'était quoi la motivation pour les signes religieux pour vous ? On sent que les lois elles sont montées pour ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est montré du doigt, c'est comme si le problème il était là.
Et donc on interdit à une partie de la population. Parce qu'en plus les signes religieux, quand c'est catholique, ça pose moins de problèmes, il y a beaucoup de choses qui se passent, même le financement des écoles catholiques et tout ça, ça se fait. Puis là, comme par hasard, c'est le voile qui pose problème. Et donc on a vu qu'il y avait des lois qui étaient souvent prises par la droite, pas que, mais et votées, et donc avec des préoccupations qui étaient électoralistes et en même temps avec un fond anti-immigré. Donc c'est de ce point de vue-là, nous on combat ces lois-là parce qu'on sait que ça stigmatise et qu'en fait ça montre du doigt et derrière donc il y a cette motivation raciste. Donc, parce que l'argument qui est quand même donné par celles et ceux qui défendent la loi, c'est de dire que ça évite la propagation du prosélytisme dans les écoles. C'est comme ça que ça a été présenté. Ouais. Mais oui, après il y en a qui la défendent avec des bonnes raisons, ou en tout cas qui sont sincèrement, qui pensent qu'effectivement on peut à la fois combattre l'envahissement de la religion et de garantir une indépendance ou ce qu'on appelle la neutralité. Donc oui, il y en a qui sont sincèrement, mais on sait que voilà, ces lois-là, de toute façon, elles ne résolvent pas, quoi. Et puisque les motivations, encore une fois, de ceux qui les ont mises en place, ça reste avec ce fond-là, quoi. Donc pour vous, clairement, celle de 2004, ça faisait voile. Oui. Et nous, c'est pour ça qu'on discute de l'abrogation de toutes ces lois-là. Et on pense que la réponse, elle est dans une bataille. Après, c'est la question de comment la population aussi prend en main toutes ces choses-là. Voilà, la démocratie, faire vivre ça, la tolérance, le respect, et puis dénoncer aussi le danger d'un État ou de pouvoirs qui veulent montrer toujours du doigt les mêmes personnes, et puis ça retombe toujours sur les mêmes. Donc on est pour, effectivement... Donc ça veut dire que si vous abrogez la loi de 2004, ça veut dire que n'importe qui dans les écoles pourra arriver avec soit son voile, soit sa croix, soit sa kippa, enfin peu importe. En tout cas, on pourra entrer à l'école avec un signe religieux. Ouais. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on se moque aussi de tout ça. Enfin, comment ça peut se passer? Parce que comment la population peut discuter de ces problèmes-là? Comment on peut... Parce qu'après, c'est aussi de toute façon, la religion, elle est là. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas. C'est comment on peut bien vivre avec tout ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de stigmatiser, on n'a pas besoin de créer des conflits supplémentaires, parce que voilà, il y a des gens qui sont sincèrement, qui en ont besoin. Et c'est comment on arrive à le vivre ensemble, tout ça. Donc c'est pour ça la laïcité, en fait, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la loi de 1905 et tout ça. Mais en fait, la loi de 1905, c'était un combat contre la domination de l'Église catholique. Donc c'était comment s'émanciper de l'Église catholique, c'était comment fixer des limites. C'était pas forcément empêcher les gens de croire ou de pratiquer leur propre religion. Bon, moi je suis athée, et dans le parti NPA, on est pour beaucoup des gens qui sont athées, qui croient en aucune religion, mais on a aussi des camarades qui sont croyants dans une religion ou dans une autre. Donc après, même chez nous, on a du débat là-dessus. Même chez nous, c'est pour ça qu'on n'a pas de position très ferme sur les lois. Si, la loi, c'est clair, l'abrogation, c'est très clair. Tout à fait, mais après, le débat, il ne fait que commencer. Comme vous dites, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il n'y a plus cette loi-là? Comment on arrive à faire en sorte que cette chose-là se passe bien? Comment on arrive à faire en sorte que, il y a une acceptation de tout ça? Et puis, où la limite? Tous ces trucs-là, on a besoin d'en discuter, mais même chez nous, donc c'est aussi là le début d'un débat. C'est comment on fait, comment on gère ça. Et autant on peut être d'accord sur le respect, la tolérance des croyances des uns et des autres, autant en même temps on ne veut pas que la religion soit en position de domination, de redonner des règles, de réimposer des règles, quelle que soit la religion par ailleurs. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter, parce que nous à la fois on est pour le respect de la croyance, mais en même temps on ne veut surtout pas que la religion soit en position de décider quoi que ce soit pour l'ensemble de la population. Là c'est hyper dangereux. Il y a eu un combat contre l'Église catholique en France qui s'est terminé par la loi de 1905, tant mieux, mais après on n'est pas pour qu'aujourd'hui par un biais ou par un autre la religion reprenne du pouvoir. Ouais. Alors justement, vous êtes défavorable à cette loi 2004, et à côté de ça, vous avez déclaré récemment que le voile est une forme d'oppression pour la femme. Donc du coup, est-ce que c'est pas paradoxal de déclarer ça? Et est-ce qu'aussi c'est pas entrer dans le jeu de ceux qui stigmatisent les femmes musulmanes, les femmes voilées, et avec toute cette paranoïa de soumission autour de ces femmes-là, alors que vous-même vous êtes contre cette loi de 2004? Ben ouais, mais c'est pas paradoxal. L'oppression, elle prend diverses formes. Aujourd'hui, ce qui nous apparaît prioritaire, c'est le combat contre le racisme, l'islamophobie, et puis justement cette vague xénophobe, avec en plus amplifiée par la question des migrants et tout ça, puis une planète de plus en plus avec plein de problèmes, donc notamment ce qui se passe en Syrie, et puis même le terrorisme islamiste. Voilà, on est là-dedans. Donc nous, ce qui nous apparaît prioritaire, c'est de prendre une position en disant, nous, on est contre cette forme d'oppression-là qui est déjà le racisme ou l'islamophobie, enfin toutes les formes de racisme. Mais après, évidemment, on sait que c'est pour ça que le débat, il ne s'arrête pas à ça.
c'est que évidemment que le voile ça pose problème, sinon on n'en discuterait pas comme ça. Évidemment qu'il y a des pays où les femmes se battent contre le port du voile. Il y a des femmes qui ont été tuées parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile. Enfin voilà, ça existe. Il y a Mais des en pays- France, il y a des- ouais, oui, non, ouais, mais d'accord, mais non, en mais France. on est en France, mais on est aussi dans une planète. Hein. Les problèmes politiques ici, ils sont en lien avec des tas de choses qui se discutent, et on peut pas isoler ça Non, parce complètement. que c'est vrai que c'est ce que disent les femmes qui sont voilées en France, enfin, celles et ceux qu'on connaît, elles nous disent mais ça suffit de nous parler des sociétés qui n'ont rien à voir avec le pays dans lequel on vit, dans lequel on a grandi, dans lequel on est né. Nous, on nous donne toujours l'exemple de l'Afghanistan ou de l'Iran, mais on n'a strictement rien à voir avec ces sociétés-là. Donc c'est aussi elles ce qu'elles disent, elles Non, mais bien revendiquent. sûr, ouais. Elles revendiquent vouloir être vues comme des Françaises à part entière, qui effectivement portent le voile, mais des Françaises à part entière. D'accord, elles ont raison, mais le problème politique, il reste quand même posé. Elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent et tout ça, mais il y a aussi des problèmes politiques qui sont posés par ça. Il y a aussi des régimes islamistes qui imposent. Donc on ne peut pas, nous, oublier tout ce qui se passe. On ne peut pas oublier les combats aussi qu'il y a. On ne peut pas non plus ne pas tenir compte du combat féministe et de l'émancipation de la femme, et de considérer que la religion, globalement, quelle qu'elle soit, c'est pas foncièrement quand même l'émancipation de la femme en première préoccupation religieuse, quelle que soit la religion. Hein. L'Église catholique, elle n'est pas mieux de ce côté-là que la religion musulmane ou même juive. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on tienne compte aussi de tout ça. Il s'agit pas, c'est pour ça qu'on peut être aussi à l'aise en posant tous ces problèmes-là tranquillement. Et bon, ben voilà, l'oppression de la femme, ça existe. Et l'oppression de la femme, elle prend plusieurs formes. Et on peut aussi penser, ou certains en tout cas peuvent penser, que le voile, quelque part, ça peut être un de ces signes-là. Mais ça ne veut pas Vous, dire vous qu'il faut qu'on pensez se fasse la guerre. Vous, Philippe Poutou, le pense Ben oui, en tout cas, vu ce qui se passe, là par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en France, les femmes qui portent le voile, il y a peu de chances que ça leur soit imposé. Mais bon, il peut arriver aussi que dans certaines familles, le rapport, ça existe aussi, que le rapport il est un peu dur, qu'il peut y avoir des hommes qui vont être moins démocratiques qu'ailleurs. Donc le truc, c'est pas de dire que toutes les femmes, évidemment, portent le voile parce que ça leur est imposé, parce qu'il y a des femmes qui portent le voile, qui ont envie de le porter, et qui même se disent féministes, et qui peuvent... C'est ça. Il y en a Voilà, qui se entièrement disent d'accord avec ça. féministes Mais voilà, mais en étant tout n'est pas voilées. comme ça non plus. Tout n'est pas. Enfin voilà, il y a aussi tous les cas existent, je pense. Alors après, c'est ça je pense qu'on peut discuter tranquillement de ça, et peut-être comment on peut avancer là-dessus en posant ces problèmes-là, mais en tenant compte aussi que quelque part, il y a aussi des femmes qui pensent que c'est un problème. Comment on peut en discuter sans s'écharper, et de ce point de vue-là, déjà, il faut qu'on se débarrasse du racisme et donc de ces courants politiques ou islamophobes, ou en tout cas anti-immigrés, qui parasitent sérieusement la discussion, parce que Et eux, qui instrumentalise aussi voilà, peut-être un hypocritement, petit peu, vont parler du droit de la femme là, sur l'histoire de cet été. Où là, on avait une grosse hypocrisie lamentable. C'était au nom du droit de la femme qu'il fallait donc faire la police sur les plages, ce qui était dégueulasse. Et donc nous, on s'est positionné contre ça, évidemment. Mais voilà, mais après, comment on peut discuter de ça on en a besoin aussi, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Poutou, d'être venu nous voir pour une interview d'1 heure. C'est assez rare quand même qu'on vous donne autant de temps pour Ah oui, c'est certainement. C'est certainement même le record, peut-être. Bon, il y a une petite dernière question quand même, c'est Fatma qui vous la pose, mais elle sera très courte, vous allez voir. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le signe de Joule? Ah non, je le refais pas. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais en fait, il y a beaucoup de lecteurs du Bondi Blog. Il était tout content. Il y a beaucoup de lecteurs du Bondi Blog qui me l'ont réclamé. C'est pour Et ça surtout, on que- veut vraiment j'ai savoir vu si vous savez vraiment le faire Et ou oui, pas. mais il y a une photo qui circule. Oui. Voilà, vous l'avez vu. Et Voilà, on vous a mimé le geste. Ou vous savez vraiment le faire? Je sais le faire. Alors, Mon allez-y. beau-fils, il le fait à la Ah, mais maison. alors, ce Je sera pour lui l'engueule faire parce qu'il me dit plaisir. d'arrêter de le Ça faire. sera pour lui faire plaisir et ce sera la Non, dernière mais il fois. la verra pas l'émission. Donc vous voulez pas le faire pour Non, faire non, plaisir aux il y a lecteurs déjà du une Bondi photo Blog. historique qui C'est circule. vraiment pas sympa ça. Bon, merci beaucoup d'être venu Merci. et bonne chance à vous. Et merci à vous.